Pierre Laurent est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. La toute première question concerne l'Ukraine. L'Ukraine où la situation est toujours extrêmement tendue. Pierre Laurent, 5 morts dans des affrontements à Kiev hier entre pro-européens et policiers. Est-ce que vous soutenez les manifestants ? Je crois que la répression ne peut être que condamnée. Elle est violente, elle est injuste. Il y a un débat politique dans ce pays sur le rapport à l'Union européenne, mais en rien il ne justifie la répression et les massacres auxquels on assiste en ce moment. Silence ou presque des Français, des Européens, alors que les manifestants tendent la main à l'Europe. Que leur dites-vous à ces dirigeants européens ? Non, je crois que l'Europe devrait parler, mais il faut dire que l'Europe a joué un rôle qui n'a pas été toujours très clair dans le rapport à l'Ukraine, pas plus que la Russie. Le drame du peuple ukrainien, c'est d'être pris un peu en tenaille depuis des siècles entre la Russie qui cherche à assurer toujours des rapports de domination sur l'Ukraine, et puis l'Union européenne qui n'a à offrir qu'aux Ukrainiens que des accords de marché, de libre-échange, qui ne font peut-être pas le compte non plus pour convaincre tous les Ukrainiens. Et néanmoins, l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est un rêve pour vous ? Je crois que l'Europe a vocation à retrouver des frontières géographiques. Donc l'Ukraine dans l'Europe, oui, pourquoi pas. Et je crois que c'est un débat qui agite le peuple ukrainien de manière justifiée. En France, accord chez Goodyear, enfin, sur l'indemnisation des salariés. Êtes-vous satisfait ? Satisfait pour eux parce qu'ils partent avec un peu plus d'argent, mais ça n'efface pas le désastre industriel que constitue la fermeture de cette entreprise qui fabriquait des pneus agricoles qui vont rester utiles et qui seront produits, puisqu'ils ne seront plus produits ailleurs et que probablement nous importerons. Donc le désastre industriel est là, il n'a pas été compensé. Mais les salariés partent avec un peu plus d'argent, ils ont eu raison de se battre jusqu'au bout pour ça. Si on avait fait le pacte de responsabilité il y a quelques années, on aurait peut-être sauvé des emplois comme cela. Malheureusement, je ne le crois pas, parce que le pacte de responsabilité, pour le moment, consiste à en rajouter dans les cadeaux au patronat. Mais moi, j'écoute les patrons parler. Et autant j'entends quelquefois un petit patron, un patron de PME dire oui, si on fait ça, peut-être je mettrai un peu plus d'argent dans les salaires, dans des investissements utiles. Mais dès qu'on passe à l'étage supérieur, aux entreprises plus importantes, c'est pour la marge, c'est pour le profit. La marge, le profit, pas d'engagement. J'écoutais encore hier Christophe de Margerie, j'écoutais Pierre Gattaz. Là, absolument aucun engagement. On nous dit oui, c'est des promesses, on verra, etc. Engagement du président à baisser les dépenses publiques. Le premier conseil de dépenses se tient aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez qu'il est nécessaire de faire des économies budgétaires dans notre pays ? Non, je crois que c'est une mauvaise voie choisie. Et les 53 milliards d'économies, enfin de coupe des dépenses publiques, c'est considérable, alors qu'on est déjà sur un rythme dont on sent les effets très violents dans beaucoup de services publics. Mais ça permettra de baisser les impôts des Français, peut-être dès 2015. Non, mais il y a de l'argent. Si on cherche 50, 100 milliards, il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Il y a l'évasion fiscale, dont on ne s'occupe toujours pas, qui est chiffrée à 50 ou 60 milliards d'euros. Il y a plusieurs milliers de Français qui ont été rattrapés, qui sont volontaires. Pourquoi ? Oui, il y en a quelques-uns, mais tous les rapports officiels, notamment celui qui a été adopté au Sénat, montre qu'il y a beaucoup plus d'argent que ça à aller chercher. Il y a les grandes entreprises qui continuent avec des systèmes d'optimisation fiscale et qui ne payent pas d'impôts. Il y a des charges financières qui, elles, augmentent beaucoup, des dividendes qui explosent et qui, tout cet argent ne participe pas à la richesse nationale. On ferait mieux d'aller chercher, j'arrête pas de le dire, du côté des coûts du capital, qui sont très importants, plutôt que du côté du coût du travail, alors que les salaires sont déjà très faibles. Les sénateurs communistes déposent une proposition de loi qui est en débat pour nationaliser les sociétés autoroutières. Est-ce que vraiment l'argent des Français doit être utilisé à acheter des autoroutes ? Non, mais le problème aujourd'hui, c'est que l'argent des Français, parce que c'est eux qui payent les péages d'autoroute, il tombe dans la poche de sociétés privées qui se servent des concessions autoroutières comme d'une rente. Ils ont payé très cher quand même. Non, au départ, tout le service public autoroutier a été construit avec des fonds publics et puis progressivement, on a privatisé les concessions autoroutières. Donc il y a des groupes privés qui font de l'argent sur les autoroutes aujourd'hui avec l'argent des Français, alors qu'ils n'ont pas payé l'essentiel des investissements au départ. Et on pourrait, au contraire, en en faisant des sociétés publiques, ramener cet argent pour moderniser, pour entretenir les routes et pour beaucoup d'autres investissements utiles au transport des Français. Plus de cumul des mandats après 2017. Ça y est, c'est voté. C'est bien ? Oui, c'est bien.
Nous sommes d'ailleurs, nous avons voté à l'Assemblée, au Sénat pour le non-cumul, dans les deux assemblées, puisqu'il y a eu des votes différents dans les deux assemblées. Et compliqué. Mais nous avons voté clairement contre le cumul des mandats. Marine Le Pen veut que les maires FN, s'il y en a après les municipales, ouvrent des bureaux des victimes pour les aider dans leur démarche auprès de la justice. Est-ce que les mairies communistes feront la même chose? Non, mais Marine Le Pen fait beaucoup de démagogie sur tous ces sujets-là. En même temps, elle tient, on l'oublie souvent, un discours contre l'emploi public et contre la dépense publique qui laisserait la police dans les mêmes états de pénurie dans lesquels souvent elle se trouve, singulièrement dans les communes populaires. Donc plutôt que de faire de la démagogie, moi je plaide plutôt pour qu'on mette de l'argent pour reconstruire une police de proximité dans les quartiers où c'est nécessaire et qu'on aide la police à jouer un rôle auprès des populations plus efficace que celui qu'elle joue aujourd'hui. Les cambriolages sont en hausse. La police de proximité, ça va empêcher les cambrioleurs d'agir? En partie, parce qu'on sait par exemple que les réseaux de surveillance de proximité sont extrêmement utiles et efficaces. Et c'est mis en place dans beaucoup de communes avec des rondes policières qui permettent de surveiller des petits pavillons, des appartements. Donc il y a une efficacité à ça, mais ça ne suffit pas parce qu'on sait qu'aussi parfois il y a des réseaux derrière ces cambriolages à répétition. Et là, il faut une police d'investigation avec d'autres moyens et davantage de moyens. Donc il faut diversifier ces moyens-là. Moins d'immigrés clandestins ont été expulsés l'année dernière par rapport à l'année précédente. Est-ce que c'est un bon point pour Valls, s'il a été tolérant, ou est-ce que c'est son échec? Mais vous savez, moi, je n'ai jamais été obsédé par cette question-là, parce que les immigrés dont on parle, dans la plupart des cas, sont très souvent des gens qui travaillent dans notre pays, qui parfois cotisent, comme l'a montré la grève des travailleurs sans papier en Île-de-France, qui participent à la création de la richesse nationale. Et on ferait mieux de les aider à être régularisés, à avoir les mêmes droits que les autres. Oui, mais ça va être un appel d'air le dumping pour d'autres immigrés qui vont venir travailler. Non, mais vous savez, les exodes de la misère que nous connaissons dans le monde, ils ne sont pas provoqués par l'appel d'air de certains pays. Ils sont provoqués précisément par le développement de la misère, des guerres, par les inégalités considérables que développe la mondialisation capitaliste. Donc il faut évidemment accompagner cette politique d'accueil par la France d'une politique active en matière de co-développement international. Êtes-vous satisfait de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon après la mise au point que vous avez faite avec lui? Écoutez, le dialogue est renoué, puisqu'on ne s'était pas parlé depuis quelques mois. On s'est vu lors de cette réunion, elle a été apaisée, le dialogue politique a repris. On était ensemble dans une manifestation importante à l'appel des organisations syndicales à Marseille samedi dernier. Ça va mieux? Ça va de mieux et je pense que nous allons maintenant, après les élections municipales, pouvoir nous engager ensemble dans les élections européennes. Il ne veut pas que vous utilisiez le logo Front de gauche pour les affiches municipales des communistes. Est-ce que vous allez obtempérer et retirer ce logo? Non, mais il y a une situation qui est un fait aujourd'hui. Il y a des militants du Front de gauche dans un certain nombre de villes, pas dans toutes les villes, qui sont sur des listes différentes parce que les choix d'alliance n'ont pas été les mêmes dans ces villes-là. Il n'en reste pas moins que ce sont dans les deux cas des militants du Front de gauche et qui vont continuer à travailler à l'avenir pour le Front de gauche. Donc il ne faut pas faire du logo une affaire de marchand de tapis, j'ai envie de dire. Et nous allons, dans certains cas, discuter et prendre les uns et les autres des mesures d'apaisement pour éviter qu'on se batte sur des choses qui sont vraiment des polémiques inutiles. Il est toujours, Jean-Luc Mélenchon, le candidat naturel pour la présidentielle de 2017 ou les jeux sont ouverts? On n'est pas du tout en 2017. On a les élections municipales, on a ensuite les élections européennes. On le sent bien, on est dans un climat politique très instable. On prend les élections les unes après les autres. Ce qui est certain, c'est que le Front de gauche a l'ambition, avec des forces encore beaucoup plus larges que celles qu'il rassemble aujourd'hui, d'aller à la bataille des échéances politiques de 2017. Avec une primaire? Mais on a du chemin d'ici là. Une primaire pour choisir votre champion? La primaire n'a jamais été notre tasse de thé, ni à moi, et ni au Parti communiste, ni à Jean-Luc Mélenchon et au Parti de gauche. Donc si on peut trouver une autre méthode meilleure que celle-là, on la trouvera. Nous recevons tout à l'heure Jean-Yves Le Drian pour parler Centrafrique. Avez-vous une question, un message, une alerte? Nous sommes très inquiets de cet engagement de la France en Centrafrique, qui nous semble extrêmement aventureux, dont les perspectives semblent peu claires. Évidemment, le drame sur place est considérable, mais on voit bien qu'il faut un engagement multilatéral, il faut que l'ONU soit engagée, il faut que d'autres forces africaines le soient. Ça ne peut pas être seulement les Français et les Européens qui vont là-bas
remettre de l'ordre. Ça ne marchera pas comme ça si on veut construire durablement un avenir pour l'Afrique. La dernière question pour Bruce. Oui, mais c'est dans le prolongement de ce que vous évoquiez à l'instant, avec la présence de Jean-Yves Le Drian dans quelques instants sur iTélé. Notre question du jour sur itélé.fr, nous demandons aux internautes de réagir et de répondre à la question suivante. La France doit-elle envoyer plus de soldats en Centrafrique? Réponse oui, 8% seulement, non 92%. Votre réponse à cette question, Pierre-Laurent? Non, je pense qu'elle ne doit pas envoyer davantage de soldats. Peut-être pas pour exactement les mêmes raisons que tous les Français qui répondent. Il y en a peut-être qui pensent, ce qui n'est pas mon cas, que la France n'a pas à s'occuper de ces questions-là, parce que c'est trop loin et que nous avons assez de problèmes. Je pense que la France a un rôle international à jouer. Mais ce rôle-là, ce n'est pas d'abord sur le terrain militaire qu'elle devrait le jouer.